Dans ce cours, je vous propose qu'on s'intéresse à l'évaluation d'un système de traitement des images. En effet, un système de traitement des images, en général, ça vise à extraire de l'information pour s'en servir pour un tas de choses, pour, par exemple, vous avez plein d'exemples sur votre téléphone, mettre des filtres, aller recueillir de l'information, quels sont les objets de l'image, qu'est-ce qu'il y a dans notre image, ce genre de choses. Donc lorsqu'on développe un système, c'est extrêmement important d'aller l'évaluer. Pour cela, l'idée de cela, c'est de pouvoir aller annoncer des performances sur notre système. En effet, si vous faites un algorithme qui vise à extraire une certaine information, ça va généralement, sauf si c'est quelque chose de trivial, ne pas marcher 100% du temps. Vous allez souvent avoir des erreurs dans votre algorithme. C'est pas forcément très gênant, c'est le cas de la plupart des algorithmes sur des choses difficiles, mais c'est très important d'être capable de donner une mesure de performance fiable de votre système, pour que les gens qui utilisent ou qui achètent votre système puissent savoir à quoi s'attendre. Donc prenons un exemple d'un système simple, qui n'est pas forcément très utile, quoique, qui différencierait les chats et les chiens. Donc admettons qu'on ait créé un algorithme, je lui donne une photo, et cet algorithme va nous dire si dans cette photo on a un chat ou un chien. Alors c'est pas forcément très utile, mais je vous disais que ça peut l'être quand même. Par exemple, dans vos téléphones, maintenant souvent, quand vous regardez vos photos, vous allez avoir une classification automatique de ce qu'il y a dans vos photos. Donc par exemple, si vous cherchez dans votre application de photos chat, vous allez avoir toutes les photos qui contiennent des chats qui sont retournées. Donc finalement, c'est ce genre d'algorithme qui va être présent derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle une tâche de classification. Donc le but, c'est d'aller assigner une classe à une image. Donc on prend une image dans son ensemble et on essaye de donner une classe qui va nous décrire ce que contient l'image. Et donc l'objectif de notre système, de l'évaluation de notre système, ça va être de pouvoir dire mon système, il marche avec un taux d'erreur, une marge d'erreur de tant de pourcents. Mais une fois que je vous ai dit ça, c'est pas forcément très précis. Est-ce que, par exemple, admettons qu'on a un taux d'erreur de 10%. Est-ce que le taux d'erreur de 10%, c'est que dans 10% des cas, j'avais un chat et je l'ai classifié en chien? Ou est-ce que c'est que dans 10% des cas, j'avais un chien et que je l'ai classifié en chat? Ou alors est-ce que c'est sur tous les exemples, chat et chien confondus? Il y a plein de manières de voir 10% d'erreur, ce que ça pourrait représenter. Et donc on a besoin d'être un petit peu plus précis que ça. Donc ça va être l'objectif général. On verra dans une prochaine vidéo comment le faire pour la classification et la régression, qui sont deux des tâches principales. Mais je voulais revenir avant sur des fondamentaux de l'évaluation d'un système. Et je parle de fondamentaux parce que ce sont des choses qui ne sont pas forcément bien respectées, même par des professionnels du domaine, dans le sens où il y a souvent des erreurs qui sont faites de ce côté-là. On a deux types d'algorithmes en traitement des images, les algorithmes dits non supervisés et les algorithmes dits supervisés. Pour faire simple, un algorithme non supervisé, c'est un algorithme qui n'apprend pas des données. C'est-à-dire qu'on va mettre un ensemble d'a priori, on va pouvoir faire par exemple d'abord un clustering, et puis ensuite on va appliquer un seuil sur ce clustering, et selon la taille du cluster qui reste, on va pouvoir dire si c'est un chat ou un chien, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas supervisé, parce qu'en fait, j'ai mis une suite d'opérations que j'ai décidées à l'avance. Alors, il reste des paramètres, on va voir ça tout de suite, il reste des paramètres à définir, mais j'ai pas appris des données. J'ai donné des opérations qui sortent de mon esprit, qui sortent de mon imagination. Donc dans le cas non supervisé, je vais avoir besoin d'une base de données où je connais l'image en entrée et le résultat que je souhaite avoir pour mon algorithme sur cette image, et cette base de données va me servir à évaluer les performances.
Donc c'est ce qu'on appelle une base de test. On a un exemple ici d'une base d'images de test qui contient des chats et des chiens. Alors, comme pour toutes les bases de données dont on va se servir, idéalement, on aimerait que cette base de données, elle soit représentative du monde réel. C'est-à-dire qu'on ait des chiens et des chats de toutes les différentes espèces qu'on peut avoir, de toutes les différentes couleurs, sur des fonds variés. On veut que ça soit le plus représentatif possible du monde réel. Mais comme tout échantillonnage, à moins d'avoir toutes les images qui existent de chats et de chiens, ce qui va être compliqué, comme pour tout échantillonnage, ça ne va pas être le cas, donc on va essayer de faire quelque chose qui est le plus représentatif possible. Lorsque l'on n'est pas représentatif, c'est là où on va dire qu'on va introduire des biais. Ces biais, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que c'est quelque chose qui est très fréquemment un problème dans les algorithmes dont on peut se servir au quotidien. Donc, je vais définir mon algorithme, et une fois que j'ai défini mon algorithme, je vais le calculer, je vais le tester sur ma base de test. Le problème, c'est que même si vous êtes dans le cas non supervisé, vous avez des paramètres. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'un clustering, donc il faudrait définir un seuil, et de regarder par rapport à l'aire des clusters, si cette aire est plus grande qu'un seuil, bah c'est ça, si cette aire est moins grande, on va dire que c'est un chien. C'est un algorithme stupide qui ne marcherait pas, mais pourquoi pas. Et donc là, j'ai quand même plusieurs paramètres. J'ai mon seuil pour faire mon clustering, et puis j'ai mon seuil sur l'aire. Ça, ce sont des paramètres que je dois régler. Le problème, c'est que si je les règle sur la base d'images de test, étant donné ce qu'on vient de dire, qui est qu'une base de données contient nécessairement des biais, à moins qu'on ait toutes les images possibles, eh bien, je vais augmenter de manière artificielle mes performances, puisque finalement, je vais adapter mes paramètres au biais de la base de test. Et donc, quand je vais venir voir mon client et que je vais lui dire « j'ai un algorithme qui marche à 95%, sur 95% des images, je l'ai testé sur ma base de test », bah lui, lorsqu'il va s'en servir sur d'autres images qui n'étaient pas dans la base de test, eh bien, il va avoir des performances moindres. Et donc forcément, votre client ne va pas être content. Donc ce qu'on fait pour remédier à ce problème, c'est qu'on va utiliser une autre base de données. Si on regarde les biais de cette base de test, alors c'est une base très petite, hein, souvent ça va être les bases d'images qu'on souhaite avoir, ça va être des bases avec des milliers, voire des centaines de milliers ou des millions d'images. Mais ici, si on regarde, on a des biais évidents. Le fait que nos chiens sont sur des fonds clairs et les chats sont sur des fonds sombres, le fait qu'on a plus de chats que de chiens, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit représentatif du monde réel. Donc, on a besoin d'une deuxième base de données sur laquelle on va régler nos paramètres. Et enfin, une fois qu'on sera content des performances de notre algorithme sur notre deuxième base de données, on pourra tester sur la base d'images de test. Cette deuxième base de données, c'est ce qu'on appelle une base d'images de validation. Donc on va d'abord valider notre algorithme et chercher les bons paramètres sur cette base. Et une fois que je suis content, je vais généraliser, on appelle ça généraliser, sur la base d'images de test. Mais l'idée, c'est que je travaille sur ma base d'image validation et que à la fin, une fois que je suis content de ce que j'ai, je calcule une fois les performances sur ma base d'image de test et c'est les performances que je peux annoncer pour mon algorithme. L'intérêt d'avoir ces deux bases de données, c'est que ces deux bases de données vont être biaisées, mais pas forcément avec les mêmes biais. Donc là, c'est ce qu'on retrouve, hein. Cette fois-ci, on a plus de chiens que de chats, on n'a plus cette idée, on voit que les chats sont aussi sur des fonds clairs ou foncés, et les chiens, cette fois-ci, peuvent être à la fois sur des fonds clairs ou foncés. Et donc, par exemple, si je m'étais appuyé sur le fait que les chats devaient être sur des fonds clairs, parce que là, ce sont plutôt des fonds clairs pour les chats, pour mon algorithme, bah, quand je vais tester sur ma base d'image de test, ça va pas marcher. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est pas un bon argument que les chats doivent être sur fond clair, c'est pas quelque chose de réel. Donc nos deux bases d'images de validation et de test dont on va se servir
lorsqu'on souhaite faire du non supervisé, des algorithmes non supervisés, idéalement doivent être indépendantes. Lorsqu'on a un algorithme supervisé, l'idée c'est qu'il va apprendre depuis des données. Donc vous connaissez forcément des exemples de ça à travers ce qu'on appelle par exemple les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ce sont des modèles qui apprennent sur des quantités importantes de données et à partir desquelles on va pouvoir généraliser. Lorsque on a un cas supervisé, on garde des paramètres. C'est-à-dire, par exemple, sur le réseau de neurones, alors on n'a pas encore vu les réseaux de neurones, on le verra à la fin de ce cours, mais sur les réseaux de neurones, on va, par exemple, devoir définir le nombre de couches, le nombre de neurones dans notre réseau. Ça, c'est ce qu'on appelle un hyperparamètre, et c'est le genre de choses qu'on va continuer de valider sur la base de validation. Mais en plus de cette base de validation qui sert à fixer des hyperparamètres, il va nous falloir une base d'entraînement ou une base d'apprentissage sur laquelle le modèle va pouvoir apprendre de lui-même. Donc dans le cas supervisé, on rajoute une troisième base, la base d'image d'apprentissage. La base d'image d'apprentissage va servir pour l'algorithme pour apprendre. La base d'image de validation va nous servir à définir les hyperparamètres, c'est-à-dire les choix que l'on fait sur notre modèle. Et enfin, on servira à nouveau de la base d'image de test pour évaluer nos performances à la fin de notre développement et juste avant d'annoncer les performances aux clients. Donc, retenez bien, on a dans le cas non supervisé deux bases, la base de validation et la base de test. Dans le cas supervisé, une base d'entraînement, une base de validation et une base de test. Vous devez vous souvenir de ces bases dont on a besoin et à quoi elles servent. Mais dans tous les cas, qu'on soit en non supervisé ou en supervisé, il n'y a qu'une règle que vous devez connaître par cœur, c'est qu'on ne calcule les résultats sur le jeu de test qu'une seule et unique fois. On fait tous nos développements sur les bases de validation et éventuellement d'entraînement lorsqu'on est sur un cas supervisé, mais on ne se sert de la base de test qu'à la fin. Donc voilà pour les généralités sur l'évaluation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer à proprement parler des métriques sur nos bases de tests.